Et donc, sur ces quelques mots pratico-pratiques, je passe la parole à Anne Pereira, donc qui va modérer cette deuxième séance sur radiofréquence et cerveau. C'est un des points qui était sur la map indiquée à un moment donné par Madame Van Deventer à propos des sujets sur lesquels il y a des préoccupations, il y a des questions. Et donc, Anne Pereira est à la fois chercheuse au laboratoire de neurosciences à l'Université de Strasbourg, et elle consacre également une partie de son temps avec l'ANSES, puisqu'elle est également présidente du comité d'experts spécialisés agents physiques à l'ANSES. Anne vous passe la parole. Merci. Merci. Donc, je vous propose donc de démarrer cette deuxième session. Donc, sur le même mode, vous aurez compris, on va essayer de respecter un temps, mais aussi surtout celui des questions. Donc, première personne, j'ai le plaisir d'accueillir Giuseppe Curcio de l'Université de l'Aquila en Italie, qui est professeur de psychologie cognitive et comportementale et qui va nous faire une présentation générale. Il n'y aura pas de questions, en fait, après sa présentation, mais il y aura un petit questionnaire à la fin. Giuseppe. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais je ne parle pas français très bien. So I will continue in English. It is better for me. Donc je vais continuer en anglais, ça ira mieux. Merci de l'invitation et pour l'occasion de venir pour vous expliquer ce qui se fait depuis 25-28 ans de recherche entre les radiofréquences et le cerveau. Alors, pourquoi, dans les années 90, avons-nous commencé ces recherches? Eh bien, c'était en réaction aux inquiétudes du public concernant les effets négatifs des radiofréquences sur les fonctions cérébrales. Cela correspondait au début de l'utilisation des téléphones mobiles, quand on a commencé à rapprocher des engins de radiofréquence vers la tête. Et cela voulait dire qu'il y avait la possibilité qu'éventuellement les radiofréquences pouvaient avoir un effet sur les fonctions cognitives. Et comme vous voyez ici, il y a eu une véritable explosion de littérature après les années 90. Et nous nous y intéressons aussi parce que par le travail, par l'activité, et maintenant même suivant l'âge, nous avons l'habitude d'utiliser ces appareils. Et lorsque nous étudions les fonctions cérébrales, on peut regarder différentes conséquences, par exemple la cognition ou les activités électrocardiogramme, EEG, éveillé ou de sommeil. Donc je vais vous donner une revue très rapide de la littérature depuis les années 90. Alors, nous pouvons analyser les comportements cognitifs, par exemple en regardant l'attention, la mémoire, l'apprentissage, etc. Et on peut utiliser les tâches d'ordinateur et d'autres types de tâches. On regarde deux variables, la vitesse, c'est-à-dire le temps nécessaire pour accomplir une tâche donnée, et la précision. Donc le nombre de bonnes réponses, donc l'exactitude des réponses ou alors les erreurs. Ça, c'était ici une étude en 1999, une des premières études qui a essayé d'analyser la cognition et les effets des expositions aux radiofréquences. Depuis 25 ans, les études se ressemblent. Il y a un appareil d'émission de radiofréquence qu'on place à côté de la tête. Et dans ce cas,
ils ont utilisé toute une batterie de tâches pour tester les différentes fonctions du cerveau. La vigilance, l'attention, la mathématique, la capacité à répondre à différentes stimuli externes. Et donc il y a eu une quinzaine de tâches et une seule de ces tâches avait une signification statistique. D'après les conclusions, les expositions aux radiofréquences accélèrent la performance. C'était particulièrement vrai en ce qui concernait les signaux analogues. Vous vous souvenez de ces anciens signaux qu'on utilisait avant le GSM. Ensuite, d'autres études. Ici, un groupe par un Finnois qui a fait un test semblable pour tester le même genre de tâches cognitives avec un champ éteint et un champ allumé. Et les effets sont indiqués par les flèches. Seulement 3 de toute cette liste de fonctions cognitives ont été, en fait, entre guillemets, améliorées en présence des sources de radiofréquences. Ici, un autre test encore, et en utilisant des tâches assez semblables, nous avons pu identifier une accélération de temps de réaction. Le rouge signifie le temps avec et sans radiofréquence, et ici les temps de réaction. Et nous avons conclu qu'il y avait un effet facilitateur sur la vigilance et l'attention. Maintenant, si on revient de ce que disait Émilie tout à l'heure, nous avons essayé de répliquer cette étude. J'étais un des experts sur un panel de l'OMS, et donc j'ai participé à la sélection des études qui étaient fiables, répétables et qui semblaient robustes en travaillant avec l'ANSES. La difficulté commence quand on essaye de répliquer ces données. Et quand on le fait, et comme vous voyez, c'est le même groupe qui ont montré que les radiofréquences facilitaient la cognition. Deuxième, la répétition de cette étude n'a donné aucun effet. Bon, ça peut arriver. On a fait la même chose avec dans un contexte semblable, avec des tâches semblables, et une fois de plus, avec quelques améliorations méthodologiques. Et ici, nous avons observé une absence d'effet. Donc encore une fois, ce n'était pas répétable, reproductible. Comme plusieurs groupes l'ont déjà dit, ici il y a différents groupes, et on voit que la radiofréquence ne semble pas, par rapport à des études reproductibles, ne semble pas changer les résultats ne sont pas reproductibles. Probablement qu'il y a des différences mineures dans les protocoles des études, et c'est très important en fait. Et ensuite, il y a l'interprétation des données. Donc,
l'effet sur les comportements n'est généralement pas pertinent. Alors, que pouvons-nous dire sur les EEG? Il s'agit d'une mesure neurophysiologique, des mesures qu'on prend à différents endroits de la tête en appliquant des électrodes. Et ça peut être divisé dans différentes formes d'ondes de fréquences. Des fréquences basses et lentes jusqu'aux fréquences les plus rapides. Cela peut nous donner aussi des informations sur les fonctionnements des cortiques, sur des cortex. Alors, que pouvons-nous dire à propos du sommeil? Cela utilise le même type de technologie. Vous avez des mesures de sommeil entre le sommeil REM pendant qu'on rêve et le sommeil non REM pendant que nous remettons de la fatigue de la veille. Alors, que pouvons-nous dire sur ces résultats sur la fonction cérébrale? Ça, c'est une des premières études par Rodney Croft en Australie, une étude sur le sommeil. Ils ont trouvé une augmentation sur plusieurs points de la tête dans la zone alpha. Comme vous vous souvenez tout à l'heure, il y avait des différentes formes de bandes de fréquences. Il s'agit d'une des fréquences qui sont mesurées. Et ils ont conclu que des téléphones mobiles peuvent avoir un effet sur la fonction neuronale en fonction de l'exposition par rapport aux ondes alpha. Nous avons observé quelque chose de semblable ici. Ici, nous avons vu une augmentation dans l'EEG dans la zone alpha. Et nous avons conclu que les ondes alpha sont les plus sensibles. Encore le groupe suisse que l'on a vu tout à l'heure et le même effet sur les bandes alpha. Et on a conclu qu'il y avait une augmentation du spectre dans la bande alpha. Alors, quelles sont les conclusions sur ces études EEG? Nous pouvons conclure, comme ont fait les groupes de recherche ici, les Suisses et les Australiens, et aussi le groupe si je me souviens bien, c'était un groupe de INERIS, ils tous concluent qu'il y a plus de cohérence dans les études EEG en éveil, et les bandes alpha semblent être très sensibles aux effets des radiofréquences, aussi bien pendant l'exposition qu'après l'exposition. Donc cet effet dure pendant un certain temps. Pas très très longtemps, mais un petit temps. Une question de minutes en fait. Et enfin, dernière étape. Ici, une étude sur le sommeil, où on a analysé les quantités et l'intensité de sommeil. Et ils ont conclu qu'après une exposition, la latence de sommeil et le sommeil REM a été réduit. Donc il y a une sorte d'effet hypnotique. Mais en même temps, ils ont souligné que
toutes les bandes de fréquences étaient augmentées. Encore ici, encore l'étude du groupe suisse qui a observé un effet semblable. Et encore une fois, la bande alpha est très sensible et répond fortement à la présence des radiofréquences. Encore une étude par le groupe suisse qui est très actif dans les études du sommeil. Donc ils ont fait beaucoup d'études et les conclusions sont toujours les mêmes. Il y a une augmentation dans l'activité alpha et une augmentation aussi dans le EEG sigma dans les 30 premières minutes de sommeil. Alors, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions par rapport à ces exemples d'études? Ici, une étude concerne d'un livre de psychobiologie, une autre sur des experts qui disent aussi que au sommeil comme en éveil, les bandes sigma semblent être très sensibles. Bien sûr, j'ai entendu la discussion aujourd'hui concernant... Là, je vous présente juste une partie de la littérature. Il y a d'autres études. Là, je ne vous parle pas des études de neuroimagerie qui donnent des études, qui donnent un regard à l'intérieur de la tête et qui sont très intéressantes. Mais on peut dire que entre la cognition et le comportement, il y a peu d'effets, mais par contre, il y a un effet sur les radiofréquences dans le sommeil. Mais il y a d'autres questions qui restent ouvertes. D'abord, il faut étudier d'autres types de signaux. Là, je parlais de radiofréquences des téléphones mobiles et les GSM. Mais il faudrait étudier également, comme nous allons l'entendre, je pense, pendant la journée, il faut regarder des radiofréquences et aussi, bien sûr, les risques liés au 5G qu'on dit très dangereux. Il faut aussi étudier l'exposition environnementale parce qu'on ne vit pas en permanence avec le téléphone collé à l'oreille pendant 10 ou 15 ans, mais par contre, nous vivons dans un environnement qui est rempli de radiofréquences. Donc il faut étudier ce qui se passe à nos cerveaux quand on est exposé en permanence aux radiofréquences. Il faut également étudier les effets cumulatifs. Je vous ai parlé des effets cumulatifs, mais que se passerait-il avec des expositions répétées aux radiofréquences? On a aussi entendu parler tout à l'heure des sensibilités individuelles dans une certaine partie de la population. Et enfin, et c'est peut-être là une tentative de lancement de ballon pour que je passe aux orateurs suivants, il faut étudier la vulnérabilité particulière de certains groupes de personnes. J'ai travaillé très peu avec les personnes âgées et avec des patients épileptiques, mais le vrai souci concerne les enfants et les adolescents, dont une population dont le cerveau n'est pas complètement formé et ne se défend pas forcément efficacement contre les attaques extérieures. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose la prochaine présentation, question à la fin à propos éventuellement de cette première présentation. Monica Guxens pour le projet ELF.
Good morning, everybody. I didn't know. Je savais pas. I didn't know that it was. Oh, I'm sorry about that. It's okay. Can I go? Est-ce que je peux y aller? Oui, pardon, je m'attendais pas à ce que ça soit à distance. Je vous attendais ici dans la salle, donc pardon, j'ai été confuse. Non, je suis désolée, mon petit est malade, je suis un petit peu malade aussi, donc voilà. Mais je vais vous faire la présentation. Bonjour, je suis vraiment navrée de ne pas être parmi vous, je pensais être avec vous. Je vais vous présenter le projet ELF sur les études longitudinales de radiofréquence et problèmes de sommeil chez les enfants. Il s'agit d'un problème qui a été financé par les participants dont vous voyez les logos à l'écran. Comme vous savez, il y a eu de grandes évolutions dans les technologies et l'utilisation des appareils mobiles. C'est très important parce que les enfants et les adolescents adoptent cette utilisation très rapidement et ils sont à risque d'exposition plus élevé, mais nous connaissons peu leur exposition réelle et les effets sur leur santé. Alors pourquoi la question du sommeil? Le sommeil est crucial pour la santé, le développement des enfants. C'est une question de restauration, de conservation d'énergie. Et nous savons que la privation de sommeil et le manque de qualité à ces âges-là a des effets négatifs sur la santé mentale et physique. Et nous savons que 20 à 40% des adolescents ont une insuffisance de durée de sommeil. Depuis le début de l'existence de la lumière artificielle au 19e siècle, le coucher du soleil n'est plus forcément la fin de la journée. On a une vie sociale qui continue jusqu'à tard, et c'est vrai aussi pour les enfants. Et avec les nouvelles technologies, les nouveaux appareils, la lumière bleue, cela a un effet sur la qualité du sommeil. Et c'est une question importante pour la santé publique. Alors, quels sont les mécanismes? Certains concernent le décalage de l'heure de sommeil. On utilise ces appareils et on ne va pas se coucher à l'heure où on devrait se coucher. Il peut y avoir aussi une question de stimulation mentale. On est stimulé par le contenu de ces appareils et ensuite on va se coucher. Il y a également la question de la lumière bleue des écrans. Et il y a également la question des champs électromagnétiques de radiofréquence. Donc voilà, l'objet du projet, c'était d'étudier l'association entre l'exposition et les résultats. On a fait une association traversale entre les expositions de toute la journée et les troubles de sommeil. Ensuite, une étude entre les expositions et les mesures physiologiques. Et ensuite, une association longitudinale entre les expositions en soirée et les mesures physiologiques. Nous avons utilisé deux études, une étude en Espagne, une autre aux Pays-Bas. Et nous avons un échantillon principal avec 600 participants et nous avons étudié l'exposition des radiofréquences dans la journée et nous avons étudié les troubles de sommeil et des mesures physiologiques de sommeil. Dans un sous-catégorie, nous avons étudié des appareils pour étudier l'exposition en soirée. Nous avons ensuite étudié les différentes expositions dues aux appels téléphoniques et aux activités sur écran. Ces enfants
avaient entre 10 et 11 ans. Donc nous avons fait remplir un questionnaire par des parents et nous avons demandé aux participants combien ils utilisaient les appareils après 19 heures, avant d'aller se coucher. Nous avons estimé une exposition à distance avec un modèle à 3D, mais aussi avec des mesures disponibles. Nous avons fait un modèle en 3D. Je ne vais pas entrer en détail dans cette question, mais nous avons multiplié le SAR avec les questions et pour en faire une formule pour la journée, l'autre pour le soir, et on a regardé le temps d'exposition. Voilà le questionnaire qu'on a utilisé concernant les troubles de sommeil pour les enfants et pour ceux qui étaient physiologiques. Nous avons utilisé un appareil qui a été porté au poignet pendant 7 nuits et nous avons mesuré les résultats. Et ensuite, nous avons pris une moyenne sur les 7 journées avec des études quotidiennes. Ici, les caractéristiques de l'échantillon avec un niveau d'éducation moyen et élevé, 50% hommes, 50% femelles, 50% mâles. Vous avez les chiffres, je ne vais pas rentrer en détail. Ici, les dosages estimés de radiofréquences dans le cerveau. Cela montre que quand on a divisé entre les sources, entre les appels et les écrans, vous voyez que c'est beaucoup plus élevé lors des appels que lors des activités sur écran. Ici, des troubles de sommeil. Ces enfants dormaient entre 7 et 8 heures par jour, ce qui est en dessous des recommandations pour leur catégorie d'âge. Et vous voyez les autres chiffres. Ici, les résultats principaux concernant l'association transversale avec le dosage journalier et les troubles du sommeil. Nous avons trouvé qu'un dosage plus élevé avec les activités d'écran était lié à une somnolence excessive, mais cela n'a pas survécu aux corrections. Nous avons fait des corrections de tests multiples et le résultat a disparu. Ici, concernant les dosages à toute la journée avec 4 mesures physiologiques, et ici, nous avons aussi trouvé une association entre une exposition à distance et un temps de latence de sommeil, d'endormissement, qui n'a encore une fois pas supporté la correction pour les multitests. Et ici, les mesures concernant l'exposition journalière. Ici, seulement 20% avaient passé des appels téléphoniques. Et ceux qui avaient une exposition plus élevée liée aux appels ont dormi 12 minutes de moins comparé à ceux qui n'ont pas passé de coups de téléphone. Il y avait aussi un effet sur la latence d'endormance, mais qui ne survit pas à la correction de tests multiples. Mais l'exposition aux radiofréquences pour des appels téléphoniques en soirée réduit le temps de sommeil de 12 minutes. Ça, c'est le résultat Voilà la conclusion. Nous n'avons pas trouvé d'association entre les doses de toute la journée et les troubles de sommeil ou les mesures physiologiques. Nous avons trouvé des résultats en ce qui concerne les doses de soirée liées à des coups de téléphone.
il semblerait que le soir aurait une influence, mais il faut faut interpréter avec prudence parce que l'échantillonnage de 300 personnes n'est peut-être pas un échantillon significatif, et nous ne savons pas non plus si les 12 minutes de perdu sont 12 minutes de sommeil à haute qualité. Donc il y a une suite à cette étude qui sera financée par l'Union européenne. Cette étude a été publiée dans Environmental Recherche au début de l'année, et merci beaucoup. Time for a few questions. Je crois que nous avons le temps pour quelques questions. Dr Arazi, Alert PhoneGate. Dr Arazi. Beaucoup de gens savent, mais Yes Global, qui donc porte ce projet, est une structure qui est Merci d'être bref, Monsieur Arazi, s'il vous plaît. Je n'ai pas commencé à évoquer le sujet. Je veux simplement dire que Yes Global, aujourd'hui, est financé directement par l'industrie de la téléphonie via la fondation CaixaBank, qui est une des organisations et des composantes importantes de Yes Global. Voilà. Et je pense que c'était important de le signaler, d'autant que la Commission européenne finance quasi systématiquement ces études par Yes Global. You have a comment, Monica, about this? Avez-vous un commentaire à ce sujet, Monica? Avez-vous compris la question? Oui, oui. Je comprends le français. Pardon, je suis un peu malade. Oui, la CAEXA, la fondation de la CAEXA, qui est une banque, finance 51% de ce fonds Yes Global, qui est l'institution qui nous fait... qui permet à notre travail de fonctionner. Oui, je peux déclarer ce lien d'intérêt, c'est vrai, mais je n'ai pas de conflit. Je ne sais pas comment exprimer cela. Mes recherches ne sont pas influencées par la fondation CAEXA. Elles n'ont pas d'influence sur les recherches que nous menons. C'est tout à fait séparé. Nos recherches et le financement sont deux choses distinctes. I had a question about Oui, j'ai une question sur les effets, le faible effet d'exposition avec les appels téléphoniques nocturnes. Est-ce que vous avez eu la possibilité de contrôler des enfants qui passent des appels sans téléphone mobile, parce que est-ce que cet effet peut être dû au temps qu'ils consacrent à ce coup de téléphone, c'est-à-dire l'activité et non la radiofréquence qui a un effet sur leur sommeil? Oui, merci pour cette question. Je suis passée très rapidement. Dans l'étape suivante, nous essayons de clarifier l'exposition et l'utilisation. Parce qu'il y a deux choses en toile de fond. D'abord, l'utilisation de l'appareil qui peut avoir un impact sur la personne, son excitation, le fait qu'elle ne puisse pas aller se coucher au bon moment. Mais c'est très difficile de les distinguer parce que le temps qui est consacré à l'activité est aussi, correspond aussi à différents types d'exposition. Donc je me demande s'il serait possible de concevoir une sorte d'expérience, un test qui ferait la distinction. Mais j'y réfléchis encore. Si quelqu'un a une idée, je serais vraiment contente qu'il m'en fasse part. Bonjour, Jacques Vernin, président de Santé et Environnement et Santé du Vivant. Ma question est, je la dirai en anglais aussi, les premiers tests, c'est pour Giuseppe. Les premiers tests, c'était à 915 MHz
Et puis pour mesurer la reproductibilité, on est passé à 902 MHz. Monica, she has not shown any... Et Monica n'a pas montré de longueur d'onde dans ces tests. Donc il y a une diminution de l'exposition à la longueur d'onde. Est-ce que ça a une influence? Puisque les deux tests ont été faits avec des longueurs d'onde différentes. Yes. No, but I understand French. On the first test, you have exposed. J'ai compris, je comprends le français. Dans les premiers tests, vous avez, je crois en 99, établi une puissance de 915 MHz. Et ensuite, pour vérifier, vous les avez exposés à 902 MHz. Donc il y a une différence de longueur d'onde. Est-ce que ceci a un impact? Il peut y avoir une variabilité pour le contrôle, mais c'est la puissance du champ qui est importante, pas tant la longueur d'onde. C'est important. Mais quand on a différentes puissances, c'est là l'effet que l'on a. On compare différents types d'exposition et pas nécessairement différents types de longueur d'onde. Les différentes puissances des champs sont comparées, c'est différent. En tous les cas, c'est mon point de vue. Monica, un dernier mot sur cette question? Est-ce que cette question me concernait aussi? Bon, j'imagine, oui. C'était pas sur mon étude. En tous les cas, j'ai pas compris. Pour répéter la question, vous n'avez pas dit quelle était la puissance de l'exposition, la longueur d'onde de l'exposition. Mon collègue est sur place, je crois. Moi, je me souviens pas de cet aspect. Est-ce que Geoviat ou mon autre collègue peuvent répondre, parce que je me souviens pas par cœur. Hein. Je peux vous envoyer la réponse, mais là, je peux pas vous le dire de tête. Ça a peut-être été publié dans un autre document et vous l'envoyez. Oui, oui. Merci, Monica. C'est 1%. Puisque entre 900 et 910, c'est à peu près le pourcentage que l'on a. Donc on va passer dans l'air de 30 cm à quelque chose comme 30, plus ou moins quelque chose. Donc effectivement, la question de fond, c'est les puissances. Les puissances qui ont été estimées, ce sont les puissances qui ont été évaluées par la mesure de la puissance émise par les téléphones dans différentes configurations, et pour lesquelles on a utilisé des modèles anatomiques pour regarder comment cette puissance émise se distribuait dans les tissus biologiques. Et donc, tous les téléphones ont des activités qui dépendent de l'éloignement de la station de base. Et donc, dans ce cas d'étude, on a analysé les puissances émises par les téléphones. Et ces puissances mesurées, la réalité, a été ensuite... On a utilisé des fonctions de transfert, parce qu'on ne peut pas aller mesurer dans le cerveau, et c'est ce qui nous intéressait. Et donc, on a regardé comment cette puissance était distribuée dans les tissus. Merci beaucoup. Merci pour ce complément. Peut-être une ou deux questions en ligne quand même, et rapidement, si c'est possible, et on passe à la suite. Oui, alors il y avait une question à laquelle Joviat vient de répondre, justement sur les puissances de sortie des téléphones, et peut-être plusieurs questions qui portent sur l'effet qui a été trouvé, et est-ce que ça pourrait être lié finalement à une excitation accrue le soir, notamment des enfants, ou à l'utilisation du téléphone mobile, ou encore à la lumière artificielle de l'écran. Yeah, we don't know. We don't know. That's the... No, I mean... Nous ne savons pas.
Non, non, mais vraiment, c'est ça le défi de cette étude. Parce que si vous utilisez le téléphone, vous avez tout. Vous avez la lumière bleue, vous avez la radiofréquence et vous avez le contenu qui peut être super stimulant. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est faire des appels séparés, enfin de voir le temps d'écran et de s'assurer que, par exemple, la lumière bleue n'est pas impliquée. Parce que quand on appelle, par exemple, on n'a pas forcément la lumière bleue de l'écran. Hein, donc là, c'est pas... Mais ça peut être l'excitation, la simulation provoquée par l'appel, quelque chose de psychologique. Ou alors, ça peut être la radiofréquence. Il faut voir comment est-ce qu'on peut concevoir une étude qui nous permettrait de séparer ces différents éléments. Par exemple, comment avoir une expérimentation qui nous permette d'avoir un appel sans l'excitation ou sans l'exposition à la lumière bleue ou radiofréquence. Je suis désolée, j'ai pas de réponse, c'est très très difficile hein, comme aspect. Merci beaucoup Monica. La présentation suivante par Erwan Stéphane Blanchard, donc pour le projet Neuroprem RF, donc de l'Université de Picardie-Jules Verne et du laboratoire de Péritox Ineris. Bienvenue. Bonjour. J'imagine que c'est ça pour passer. Incroyable. Bonjour à tous. Je remercie le comité d'organisation évidemment de m'avoir invité à présenter cette étude qui a été financée par l'ANSES sur la période 2018-2021. Et on nous a conseillé juste avant d'aller s'intéresser aux populations vulnérables. Je pense que là, ce sera difficile de me battre aujourd'hui. C'est une étude qui portait donc sur l'influence des champs électromagnétiques sur le développement des nouveau-nés prématurés. Et puis par avance, je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt. J'ai un Samsung éventuellement. Les nouveau-nés prématurés sont une population vulnérable parce qu'ils sont considérés, alors c'est le terme en anglais, comme des CMC, des Children with Medical Complexity, c'est-à-dire qu'ils sont caractérisés évidemment par une situation physiologique qui est très complexe, par leur immaturité évidemment, et qui entraînent des limitations fonctionnelles qui sont importantes et pour lesquelles évidemment il y a des besoins et une suppléance médicale qui est apportée. Avec une prise en charge qui elle-même est complexe et qui est assurée par le développement d'un certain nombre d'outils, d'équipements et de systèmes de communication par ailleurs, qui sont très développés, de haute technologie, et qui peut exposer éventuellement les enfants qui sont hospitalisés en raison de leur prématurité évidemment, à des champs électromagnétiques. Et en particulier, nous on s'est intéressé aux ondes de radiofréquence, puisque la grande majorité des appareils médicaux qui sont employés communiquent par des liaisons sans fil. En tout cas, vous allez voir que c'est pas si vrai que ça dans nos situations particulières. Voilà, il y a une vulnérabilité plus importante des enfants de manière générale, qui a été démontrée depuis pas mal de temps, notamment liée aux propriétés diélectriques des tissus, principalement au niveau du cerveau. Donc là, c'est des études qui avaient été réalisées chez le porc par Peyman. Et il a été également montré que ça avait pour conséquence d'augmenter l'exposition des enfants. Alors là, je vous ai mis une illustration des travaux de M. Viard, qui est présent, je crois. Sur le cerveau, mais qui concerne également le corps entier, compte tenu du fait qu'un prématuré a la taille d'une tête chez un adulte, à peu près. Voilà. Il y a quelques études qui avaient été réalisées auparavant. Une seule portait sur les radiofréquences, en particulier chez les nouveau-nés. Étude réalisée en Espagne par Calvente et qui s'était, entre guillemets, contenté de faire des mesures des niveaux environnementaux dans un service de néonatologie, mais de taille très moyenne. Vous voyez qu'il y a 3 ou 4 incubateurs au gros maximum. Et ils avaient démontré comme effet principal l'existence de radiofréquences, principalement d'origine des émissions radio. Donc on pouvait globalement estimer qu'ils avaient une onde radio à proximité du service de néonatologie. Et puis ça s'arrêtait là.
Il y a 2 études qui ont été réalisées par Bellieni en 2008 et 2012 sur des effets physiologiques cette fois-ci, mais qui portaient uniquement sur des champs de basse fréquence, donc pas des radiofréquences en l'occurrence. Et ils avaient montré globalement, c'est difficile à lire sur la diapositive, mais une diminution globale de la variabilité du rythme cardiaque, c'est-à-dire de l'activité du système nerveux autonome, ainsi qu'une diminution de la sécrétion de mélatonine. Mais l'étude se contentait simplement de mettre en route ou d'éteindre les incubateurs pour nouveau-nés. Voilà. Incubateur on, il y a des champs. Incubateur off, il y a moins de champs. Ce qui est très limité, évidemment, en termes de protocole. C'est suisse. Voilà, on a donc monté une étude qui avait un double objectif. Le premier, c'est évidemment d'améliorer les connaissances, ou voire même de les débuter sur les modalités d'exposition de cette population très particulière. On a fait 2 types de choses. On a fait d'abord des mesures dans des niveaux environnementaux, donc dans l'environnement de 2 services de pédiatrie du CHU d'Amiens. Je vais vous présenter ça juste après. Et puis, ça nous permettait également de réaliser des investigations neurophysiologiques qui vont porter donc sur trois dimensions particulières: le sommeil, l'activité cérébrale et hémodynamique, et l'activité du système nerveux autonome. Et au cours de cette exposition, enfin de ces mesures neurophysiologiques, on a réalisé la mesure de l'exposition individuelle également de chaque enfant pour voir s'il y avait une différence entre les niveaux qu'on trouve dans l'environnement des services et les niveaux auxquels sont réellement exposés les nouveau-nés compte tenu de leur trajectoire médicale, de leur évolution dans les services. Voilà, donc pour les niveaux environnementaux, je synthétise énormément, évidemment. Vous pouvez retrouver les résultats dans l'article, dont les références sont présentées en haut à droite ici. Et ce qu'on a réalisé, ce sont des cartographies de chaleur. Donc ici, évidemment, la structure ne vous intéresse pas particulièrement. Elle représente le plan de masse des services de néonatologie du CHU d'Amiens. Donc il y a un service de réanimation, les filles, vous pouvez voir sur la gauche, et un service de néonatologie, de soins intensifs sur la droite. Avec la distribution des radiofréquences en termes d'exposition totale qui est représentée. Et puis la seule petite chose que vous pouvez observer est illustrée dans le graphique représenté sur la droite. On a fait une analyse des niveaux qui ont été mesurés. Alors on a fait une analyse en fonction des zones. En particulier, on distingue 2 zones, les zones du personnel, qui sont les îlots centraux que vous pouvez voir à gauche et à droite du plan de masse. Et puis on a des chambres des enfants, donc l'îlot central et les chambres des enfants. On a fait la comparaison. On a comparé également les différences entre jour et nuit, et ce genre de choses. Et vous avez les résultats qui sont présentés ici, donc sur le graphique de droite, avec une constante qui était que les niveaux, ça se voit sur la cartographie de chaleur, sont plus importants dans la zone du personnel que dans les chambres des enfants. Et vous verrez après que c'est principalement lié à l'emploi des outils de communication, les téléphones portables, les DECT principalement. Voilà, on a également réalisé au sein de notre laboratoire une mesure des émissions RF des appareils médicaux, et ça va très vite globalement. Ils n'émettent aucun d'entre eux des radiofréquences. Alors à l'exception d'un incubateur, mais on n'a pas la raison exacte. S'il y a des valeurs, c'est simplement parce que c'est la limite de détection des dosimètres, 0,005. D'accord, donc c'est 0 en fait, globalement. Voilà. Et puis ensuite, je vous présente ici le protocole des investigations neurophysiologiques. Alors globalement, l'idée, c'est qu'on a étudié des nouveau-nés prématurés qu'on recrutait à un âge de naissance compris entre 26 et 34 semaines d'aménorrhée. Ce qui, voilà, une grossesse, c'est à 41 semaines. Là, sont évidemment assez grands prématurés pour le coup. Et puis on les suivait, on faisait un suivi clinique et un suivi d'exposition avec des dosimètres placés juste à côté de l'incubateur, comme c'est illustré sur la photographie que vous avez ici, pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, on avait l'exposition en continu, avec une mesure toutes les 2 minutes, pendant 3 semaines en continu, sans s'arrêter. Et au bout de 3 semaines, on réalisait une polysomnographie nocturne de 12 heures, entre 20h et 8h le lendemain matin, au cours de laquelle on enregistrait donc l'électroencéphalogramme, principalement l'électrocardiogramme, et puis toutes les variables physiologiques nécessaires à la réalisation d'une polysomnographie classique, notamment pour établir la structure du sommeil. Et enfin, on enregistrait également l'oxygénation cérébrale à l'aide par spectroscopie dans le proche infrarouge, la NIRS, classiquement. Voilà. L'étude a été réalisée alors, sur un plus grand nombre d'enfants, mais les polysomnographies sur 29 enfants uniquement. Alors c'est un peu compliqué de recruter des nouveau-nés prématurés, surtout pendant la période Covid.
il y avait une certaine défiance vis-à-vis du corps scientifique qui s'est répercuté un peu sur nous, pour le coup. Mais voilà, donc c'est des enfants d'âge gestationnel de 29 semaines environ, avec un poids de naissance de 1230 grammes, donc c'est vraiment très petit, et puis une majorité de filles, ce qui est très fréquent chez les prématurés. Au cours du suivi clinique, on a donc réalisé également des mesures de l'exposition. Je vous montre très rapidement les résultats. La petite difficulté pour suivre les résultats, c'est de comprendre qu'on a utilisé globalement 2 indicateurs. Le premier, c'est la médiane d'exposition qu'on appelle P50. C'est-à-dire qu'ici, ça représente vraiment les valeurs d'exposition du milieu, d'accord, autant de valeurs inférieures que de valeurs supérieures. Mais on a également utilisé le percentile 99, qui représente donc les résultats représentant uniquement les valeurs d'exposition les plus fortes. Donc 1% des valeurs les plus fortes, c'est vraiment le maximum. Et ce qui est intéressant dans l'étude de ces 2 facteurs, c'est de se rendre compte que les sources à l'origine de l'exposition, donc individuelle, cette fois-ci des enfants, est différente en fonction de si on regarde la médiane ou le percentile 99. Lorsqu'on regarde la médiane, donc c'est le schéma du haut, les principales sources sont liées au DECT et au téléphone mobile. Mais lorsqu'on prend les valeurs uniquement les plus fortes, cette fois-ci c'est la téléphonie mobile évidemment qui écrase tout le reste. Ça reste malgré tout des niveaux d'exposition qui sont très très faibles. J'ai mis un résumé à la fin, mais vous pouvez lire les valeurs ici. Quand on prend la médiane d'exposition, elle se situe aux alentours de 0,02 volts par mètre. Et quand on prend les valeurs les plus fortes, c'est x10 à peu près. Ce sont des niveaux d'exposition qui sont très faibles, mais néanmoins, ce qui nous a intéressé, nous, et que je trouve relativement remarquable, c'est qu'il existe en réalité de très très fortes fluctuations alors, entre les sujets, inter-individuels, mais également intra-individuels. Vous avez ici un exemple de tracé d'un seul sujet pendant 3 semaines, pour vous montrer un petit peu la variabilité qui existe dans les niveaux d'exposition. Et globalement, l'idée, c'est que chez 100% des sujets, on observe des valeurs de crête transitoires très ponctuelles, qui peuvent aller au-delà de 1, voire 3, et même jusqu'à 6 volts par mètre, qui est la limite de saturation des dosimètres qu'on a utilisé. Excusez-moi, il vous reste 1 minute. Ouais, ça va être compliqué. Je suis désolée. Non, c'est moi. Je vais vous présenter très rapidement les résultats des études neurophysiologiques. Globalement, l'idée à retenir, c'est qu'ils sont très discrets. Évidemment. On a observé quelques corrélations entre les niveaux d'exposition qui sont en abscisse ici et puis la structure du sommeil. Principalement, ce qu'on a observé, c'est une augmentation du sommeil indéterminé. Alors, c'est les stades de sommeil chez l'enfant. Je suis désolé, vous connaissez peut-être pas très bien. Mais globalement, c'est indéterminé parce que c'est pas bien structuré à cause de la maturité cérébrale des enfants. Et puis, le graphique le plus intéressant, à mon avis, est celui de droite qui présente une augmentation de la fréquence de changement de stade. Encore une fois, indicateur d'une mauvaise qualité de sommeil parce que l'enfant change constamment de stade. Le résultat le plus intéressant, à mon avis, pour vous, ce sera celui-là. Ce qu'on a observé, en fait, c'est une diminution des ondes delta de l'EEG, donc qui sont des ondes lentes, au profit des ondes alpha de l'électroencéphalogramme chez les enfants les plus exposés aux ondes radiofréquences. Donc, on discutera de ça après, si vous voulez. Je termine rapidement. Sur le système nerveux autonome, on a observé des effets, mais je ne vais pas les commenter. Ils sont très discrets, ils sont très hétérogènes, ce qui permet difficilement de conclure quant à un effet avéré. Et puis voilà, donc en bilan, ça tombe très bien. Je vais essayer de faire vite, je vais tout mettre d'un coup. Voilà, il faut retenir que globalement, on a mesuré des niveaux extrêmement faibles, 0,02, 0,03 en médiane, mais une forte hétérogénéité, avec des valeurs de crête. On a cherché à savoir ce qu'indiquaient ces valeurs de crête, si elles avaient un impact. On n'en a pas observé. C'est-à-dire qu'on a fait une étude aiguë, que je ne vous ai pas montré là également, où on a repéré chaque valeur de crête chez tous les enfants, et on a essayé de faire une analyse 2 minutes avant, 2 minutes après sur les indicateurs qu'on a, et on n'a rien observé du tout. Voilà, et donc des effets discrets qui sont probablement liés aux conditions d'exposition au CHU d'Amiens, c'est-à-dire des valeurs très faibles. Bon, je vous ai présenté des éléments de situation, mais que je ne vais pas commenter ici. Et puis voilà, et puis une suite, qui est un projet nouvellement financé, multicentrique pour confirmer tout ça. Merci. Merci beaucoup. Donc nous avons le temps pour quelques questions, à la fois dans la salle et en ligne. Oui. Prenez le micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, dans une diapo, vous aviez en fait sur les indicateurs, vous indiquiez téléphone mobile, mais il y avait 2
deux sections téléphone mobile, DL et UL. Ouais, UL c'est pour upload et DL c'est pour download. Ça veut dire que est-ce que c'est le réseau quand on transmet des informations du téléphone vers les antennes relais ou inversement quand on le reçoit. Et là c'est du upload, donc c'est les parents qui transmettent. En fait, il y a une pratique qui est liée au domaine de la néonatologie qui fait que je ne sais pas comment c'est arrivé, mais les parents pensent que la musique favorise le développement de leurs enfants. Et donc, ils mettent souvent des téléphones dans les incubateurs pour diffuser de la musique. Bienvenue dans le monde de la pédiatrie. C'est très... On les laisse faire, hein, ça favorise notre étude. C'est pour les commentaires futurs. Ok. Ouais. Non, c'est juste qu'en tant que chercheur, on n'intervient pas dans les pratiques des parents, évidemment. Merci de ce travail, ça a l'air vraiment super. Donc moi, je suis Rafalovic, je m'occupe d'une association qui s'appelle AZB et en particulier du comité médico-scientifique de cette association. Donc on cherche des zones blanches et on s'intéresse aux très faibles irradiations. Et j'aimerais que vous alliez jusqu'au bout de votre conclusion parce qu'elle est super intéressante. C'est-à-dire que vous observez une déstructuration du sommeil chez des tout petits enfants, une déstructuration du sommeil, pour des irradiations extrêmement faibles. Et c'est justement ce qui nous intéresse, nous. On est bien en dessous des 0,6 volts par mètre, qui est le seuil des associations. On est très, très largement en dessous des 61 volts par mètre, qui est le seuil de l'INSERP et compagnie. Et donc, si vous confirmez ça, vous nous dites, à ces doses très faibles, on a déjà des effets. Merci. Oui, je vous remercie pour votre remarque, vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est que, bon, je pense que je ne suis pas le premier à le dire, mais en l'état des choses, on ne peut absolument pas vraiment conclure sur... on observe des effets qui sont avérés, puisqu'on les a observés, qui sont des effets biologiques. Est-ce que, pour autant, ils vont avoir une conséquence en termes de santé et de développement des enfants? C'est impossible à dire. D'où l'intérêt de l'étude multicentrique qui va venir confirmer ça, qui va être réalisée dans différents services de néonatologie, Toulouse, Brest, Strasbourg, pour le coup, Lyon également, qui chercheront à confirmer tout ça. Mais compte tenu du nombre de sujets qu'on a, compte tenu des niveaux, compte tenu des conditions dans lesquelles on est réalisé, c'est difficile à conclure, mais ça interpelle effectivement, d'où notre poursuite d'études. Je voudrais qu'on prenne des questions en ligne, parce que le temps passe, on arrive à 3 minutes. Des questions en ligne, peut-être. Une question pour l'instant, qui est un peu liée à la précédente d'ailleurs. Donc quelqu'un qui nous dit qu'il a noté que en gros l'intensité des champs électromagnétiques qui sont mentionnés sur la diapositive état de l'art est beaucoup plus élevée, 1 à 2,5 volts par mètre, que dans votre étude, entre 0,01 et 0,1 volts par mètre. Oui, tout à fait, c'est exact. Sachant que dans l'étude de Calvente de 2017, c'est principalement des émissions radio qui sont à l'origine de ça. Donc, c'est pas expliqué dans l'article, hein, on n'a pas été vérifié, mais c'est ce qui explique probablement une antenne radio à proximité des très forts niveaux. Chez nous, c'était en conclusion, mais j'ai pas trop eu le temps. Il se trouve qu'au CHU d'Amiens, c'est un CHU qui est très récent. Et donc, dès le départ, ils ont une politique du tout câblage. Ce qui veut dire qu'il y a... Excepté, il y a des bornes Wi-Fi, hein, malgré tout. Il y a les DECT, il y a les téléphones portables des patients, des parents et du personnel médical. Mais à cette exception-là, tous les appareils sont câblés. Et en plus, bon, il y avait un petit plan de masse que vous n'avez peut-être pas bien vu. Mais il se trouve que le CHU d'Amiens est dans une zone plutôt rurale, en fait, en dehors d'Amiens. Il n'y a qu'une seule antenne relais à proximité du CHU, qui est à 800 mètres à peu près, une seule. Et pour comparaison, j'avais mis le plan de masse du CHU de Lyon. Il y en a 16 dans moins de 800 mètres autour du CHU. D'où la recherche d'aller voir d'autres territoires nationaux, forcément. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la présentation suivante pour essayer de respecter les temps. Ouais, je reste là. Il y a une petite discussion à la fin. Vous aurez encore des opportunités. Oui, là, oui, s'il vous plaît. Ou là. Pour la présentation suivante, on accueille Marloes Iftens pour le projet Sputnik, donc de l'Institut tropical de santé publique en Suisse, et qui est en présentiel. Non, mais du coup, j'étais plus sûre. Du coup. Merci beaucoup. Good morning, everybody. My name is... Bonjour, je suis Marloes Iftens et je vais vous expliquer notre projet Sputnik. Je pense que ce n'est
pas la bonne présentation. J'en ai une autre cet après-midi. Et je pense que je suis là ce matin pour parler du projet Sputnik. Il y a deux présentations. J'ai deux présentations à faire, d'où la confusion entre les deux présentations PowerPoint. Est-ce que vous avez éliminé d'autres facteurs, enfin objectivé et éventuellement éliminé d'autres facteurs comme par exemple l'exposition au bruit? Alors, pas spécifiquement le bruit, pour le coup. Par contre, évidemment, on a étudié un très grand nombre, enfin l'influence d'un très grand nombre de facteurs confondants, notamment cliniques, les pathologies, les médicaments, la nutrition, etc. Mais pas d'autres facteurs de l'environnement dans cette étude en particulier. Okay, now. Okay, thank you so much for switching that short notice. So I'm talking about the Sputnik project where we studied the association between... Je suis donc là pour vous parler du projet Sputnik où on étudie les marqueurs de vie réelle, d'utilisation des téléphones et les performances cognitives. Il s'agit d'un problème qu'on appelle Sputnik, panel d'études sur les technologies émergentes pour étudier le rayonnement non ionisant et la cognition. Je vais vous parler de la partie étude panel qui a été faite avec l'université de Bâle. Donc on a étudié les effets réels sur les effets des radiofréquences et nous avons étudié surtout un projet qui a été fait il y a quelques années qui a conclu qu'il y avait un petit effet et qu'il s'agissait d'un effet latéral où les utilisateurs de cerveau gauche avaient une réduction de résultats sur des questions de mémoire verbale et les utilisateurs de cerveau droit avaient une perte en mémoire visuelle. Donc on a trouvé ça intéressant, donc on a essayé de faire quelque chose de reproductible. Donc on a voulu étudier 3 marqueurs, la durée des appels de téléphone sans fil, durée d'appel de téléphone mobile et le temps d'utilisation d'écran. Et nous avons étudié également 3 marqueurs de santé, la performance cognitive, la qualité et la quantité de sommeil et la qualité de vie liée à la santé. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs rapports possibles entre ces différents éléments. Nous avons recruté une population de 121 utilisateurs de smartphones, 58 personnes de Bâle et 63 personnes de Besançon. Voilà les brochures qu'on a, enfin les affiches qu'on a mis pour recruter ces personnes. Voilà la population de l'étude. Nous avions un tout petit peu, légèrement plus de femmes que d'hommes et une moyenne de niveau d'éducation plutôt élevé et plutôt des personnes employées, non au chômage. L'étude a duré 12 jours. Il y a eu une première visite chez eux le premier jour pour expliquer l'étude et obtenir les consentements. Ensuite, pendant 10 jours, il y a eu une suivi avec des questionnaires quotidiens pour essayer
d'analyser l'exposition à ces différents marqueurs de mobile. Et nous avons aussi utilisé un Fitbit pour analyser leur activité physique et mesurer le sommeil. Et on a fait un mini questionnaire RHQOL et un test en ligne de fonctions cognitives. Et ensuite, à la fin, quelqu'un repassait chez eux pour ramasser le matériel. Nous avons essayé d'utiliser une application pour l'étude cela n'a pas marché vraiment très bien. Donc, on a dû utiliser principalement les questionnaires en ligne quotidiens. Donc, on s'est concentré sur les 4 heures, les données concernant les 4 heures avant la prise de test, de quiz. Concernant les tests cognitifs, on regardera ça dans une minute. La qualité et quantité de sommeil ont été suivies par un Fitbit, un tracteur Fitbit, et ensuite la qualité de vie a été mesurée par des questionnaires où les gens donnaient une réponse à une échelle de 1 à 10. Voilà quelques-uns des tests cognitifs. Par exemple, un test de couleur où le mot rouge est écrit en bleu et le mot bleu en rouge, et il faut sélectionner le mot qui correspondait à la couleur et non pas la couleur. Ici, un test spatial où on doit suivre ce carré de couleur qui change qui bouge sur l'écran. Après, maintenant, l'analyse statistique, il s'agit d'une étude de modèles mélangés. Donc, les différences entre les personnes ne sont pas aussi importantes que les différences à l'intérieur d'une personne. Donc, on a corrigé pour les différences de temps. On a analysé les données que pour des participants qui avaient complété au moins 3 analyses. On a utilisé le R version 4.0.3 en tant que logiciel, et ensuite on a fait des intercepteurs randomisés pour chaque partisan. En ce qui concerne la performance cognitive, il y a eu 24 tests statistiques, dont 2 qui montraient une association significative. L'augmentation de 10 minutes dans les appels avec téléphone sans fil, qui a réduit significativement les tâches de rotation, et l'augmentation de 10 minutes sur les appels en téléphone mobile, qui ont augmenté les résultats dans le temps spatial, les tests spatial. Donc il y a eu, on ne voit pas vraiment de résultats, pattern convaincants entre ces différentes tâches, ces différents tests, et seulement 2 sur les 24 tests étaient significatifs, donc ça pourrait être des résultats au hasard. Et quand on a regardé latéralement entre l'utilisation de téléphone à droite et à gauche, encore une fois, il y a des signaux qui changent qui bougent un petit peu, mais c'est pas très cohérent en fait. Quand nous avons étudié les effets sur la durée et la qualité du sommeil, le temps au lit, le temps endormi, l'efficacité du sommeil, les différentes étapes de sommeil, donc le sommeil profond, sommeil léger, REM, et l'éveil au lit. Là, il n'y a eu absolument aucun effet, ni pour les appels sur téléphone sans fil, ni téléphone mobile, ni le temps d'utilisation des écrans.
Et le dernier point concernant la qualité de vie liée à la santé, c'est là que nous avons vu une association plus cohérente par rapport aux autres, certains qui étaient légèrement signifiants, d'autres plus. Entre les appels sans fil et les appels sur mobile, il n'y a pas eu de différence significative. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative. En revanche, ce que nous avons vu, c'est une augmentation de 10 minutes en temps d'utilisation d'écran mène à une réduction de sensation de fatigue, réduction de bonne humeur et augmentation de stress, niveau de stress. Donc là, les résultats les plus forts. Donc ce qui est intéressant ici, ce n'est pas tant le temps d'appel, mais ce qui est lié c'est pas tellement les temps d'appel qui ont un effet, mais plutôt l'utilisation de l'écran qui a un effet sur la qualité de vie liée à la santé. Donc, pour conclure, il y a des associations non cohérentes entre l'utilisation de téléphone et la cognition. Nous n'avons pas trouvé vraiment de résultats tangibles. Pas d'association avec la durée et la qualité du soleil, mais quelques effets négatifs sur le HRQOL lié à le temps d'utilisation d'écran. Cela confirme les résultats qui ont été trouvés par ailleurs, et on pense qu'il s'agit plus d'une association de temps d'écran, qui l'exposition à l'écran qui a un effet plus critique. Voilà, et j'aimerais remercier notre équipe, les financements que nous avons eus de l'ANSES, et ici nous avons une déclaration éthique qui a bien sûr été validée par les personnes compétentes. La salle ou en ligne? Oui, pardon. Là, ça vient. Regarding the quality of life. Concernant la qualité de vie, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez mesuré la qualité de vie avant le test ou seulement pendant et après le test? Parce que ça peut bien sûr être que les gens avec une qualité de vie inférieure utilisent plus les écrans. Il s'agit d'un modèle mixte, ce qui veut dire qu'on suit un certain nombre d'individus dans le temps. Ils ont tous le même point de départ. Les points de départ sont différents d'un individu à un autre. Donc effectivement, pour la qualité de vie, il peut y avoir un point de départ différent pour chaque personne. Ce qu'on a étudié vraiment, c'est la variation dans le temps. Donc, quel que soit le point de départ de la personne, quelle est la fluctuation dans la qualité de vie au quotidien en rapport avec ces différentes formes d'exposition. Donc, les différences personnelles entre les individus sont compensées par le modèle, en fait. Comité Dialogue Radio-Fréquence de l'ANSES. Thank you for a presentation, very interesting. Merci pour cette présentation très intéressante. Je me posais une question concernant le temps d'utilisation d'écran. Cela dépend peut-être de ce que l'on regarde à l'écran. Si on lit un article scientifique qu'on pourrait lire sur un papier, et qu'on compare avec un jeu idiot, le résultat de l'effet cognitif pourrait être différent. Est-ce que vous avez enregistré le type d'activité qui est fait sur écran?
Et non seulement, et pas seulement le temps d'utilisation. Oui, eh bien, c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Je comprends. Effectivement, je crois que ça a un effet important, ce que l'on regarde à l'écran. Que ça poserait peut-être un problème au Conseil de l'éthique, parce qu'en fait, ça reviendrait à une surveillance personnelle si on étudiait ce que les gens font sur leur téléphone. Une des questions qu'on s'est posées au début de ce projet, c'était l'utilisation d'une appli. Je pense que ces applis sont développées pour d'autres projets et ils pourraient nous donner plus d'idées, peut-être pas sur le contenu exact, mais est-ce que les gens regardent des journaux d'actualité, ou est-ce qu'ils écoutent de la musique, ou est-ce qu'ils jouent à des jeux? Sans enregistrer le contenu, ce serait peut-être possible via ces applis d'enregistrer une diversité de contenus, mais ça n'a pas été possible avec notre étude. Est-ce que le temps passé sur l'écran, le rapport entre le temps d'écran et le stress, et la personne a remarqué que les personnes stressées utilisent plus peut-être leurs écrans. Oui, effectivement, il y a la question possible d'une causalité inverse. C'est effectivement une des limitations de cette étude, je le reconnais. On ne sait pas forcément si les personnes sont stressées et donc surfent sur Internet, ou alors est-ce que s'ils sont stressés parce qu'ils surfent beaucoup sur Internet. C'est un cycle qu'on ne peut pas identifier. Merci beaucoup. Dire que la plupart des présentations montrent qu'il n'y a pas d'effet en termes de cognition ou de comportement. Si on tient compte de cette affirmation, est-ce le cas pour une exposition chronique des enfants, une exposition régulière? Puis ensuite, j'ai une question pour un autre intervenant. Oui, probablement, les effets ne sont pas évidents parce que nous n'avons pas d'exposition chronique, mais le comportement est quelque chose de très étrange, comme mes collègues l'ont montré aussi. Nous voyons des effets extrêmement variables. Donc une personne peut être sensible alors qu'une autre ne l'est pas. Lorsque l'on réunit les données, on ne trouve pas d'effet. Tout dépend de la chronicité de l'exposition. C'est ce que vous me dites. Peut-être bien que oui, mais je ne peux pas répondre clairement. Mais il faut faire des statistiques sur des études. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas de problème. Non, bien sûr. En fait, je voulais résumer la littérature existante sur le sujet. Je ne suis pas convaincue ni d'un côté ni de l'autre. Je voulais évaluer les résultats existants fiables. Oui, mais vous reconnaissez qu'il faut être... il faut prendre une approche basée sur le principe de précaution, tout particulièrement lorsque ça concerne les enfants. À Chypre, nous avons mené un petit projet pilote dans les hôpitaux pédiatriques, pour essayer de réduire l'exposition en déconnectant le Wi-Fi et en conseillant aux gens la manière dont ils doivent utiliser leur téléphone portable, tout particulièrement les parents. Il est important, oui, que la musique soit bonne pour les enfants, mais il faut quand même conseiller aux parents d'utiliser leur
téléphone mobile en mode avion lorsqu'ils sont à côté d'un enfant et pas d'autre manière. Ça, c'est une manière de combiner la science qui existe et qui indique certains effets, même s'ils ne sont pas confirmés, mais on a quand même un impact sur les enfants. Beaucoup d'études sont manquantes et entre-temps, il faut quand même conseiller les personnes d'utiliser les technologies de manière plus sage pour exposer moins les enfants. Nous ne disons pas qu'il faut abandonner la technologie, mais qu'elle peut être utilisée de manière plus fiable. Et c'est ce qui manque, je crois, dans... Monica? Servane Mouton, je suis neurologue adulte. Enfin, je suis un peu adulte, mais je m'occupe d'adultes. C'était pour M. Stéphane Blanchard par rapport à vos résultats quant à la fragmentation du sommeil et à la question qui a suivi, de savoir si ça avait des effets sur la santé à laquelle il n'y avait pas de réponse. Chez l'adulte, il y a assez peu de doute sur le fait qu'une fragmentation du sommeil est à l'origine de troubles de la vigilance, de difficultés de concentration, etc. Chez l'enfant, je pense que c'est pareil. Donc une modification, une perturbation de la qualité du sommeil a forcément des conséquences néfastes sur la santé, sur le développement sur le neurodéveloppement, etc. Et je rejoins tout à fait madame. Je pense que, je ne sais pas si ces résultats ont été reproduits par d'autres équipes, ou s'ils sont vraiment préliminaires, ou s'il y a d'autres éléments qui concourent, mais ça me semble fondamental de communiquer dessus, et notamment si ce sont les mobiles qui sont la première cause d'exposition et qu'ils sont essentiellement utilisés par les soignants, qui n'en ont pas besoin pour travailler puisqu'ils ont un DECT, il faudrait que ce soit strictement interdit, en fait. En l'état actuel des connaissances, ça me semble dingue. Merci. Oui, alors évidemment, votre schéma est un peu caricatural. C'était volontaire. Oui, bien sûr. Non, mais au sens où, à l'heure actuelle, ça a été dit juste avant, c'est une étude pilote, clairement. Et il y a un très très grand nombre de critères d'ordre physiologique, médicaux, cliniques, statistiques, qui sont à prendre en compte et qui, aujourd'hui, nous interdisent de dire qu'il y a un effet avéré et qui nécessiterait de grandes et profondes modifications de la prise en charge des enfants dans les services. On fait énormément de communication en interne, mais auprès du staff, des parents, également auprès des pouvoirs publics ou des scientifiques, évidemment, c'est notre rôle en tant que chercheur. Et il y a beaucoup d'éléments que je ne vous ai pas présentés ici, évidemment, aujourd'hui, et qu'on espère seront présents dans de futurs articles. Mais en particulier, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais le fait qu'en termes de structuration du sommeil, on observe des effets parfois en utilisant uniquement le P50, c'est-à-dire la médiane d'exposition. Parfois, on l'observe uniquement en utilisant le P99, mais sur des paramètres qui sont différents. Enfin, bref, l'idée, c'est qu'il n'y a aucune consistance dans les... Qu'on étudie l'activité du système nerveux autonome ou le sommeil ou d'autres, on utilise vraiment un très très grand nombre de paramètres neurophysiologiques et aucun d'eux n'est consistant. Donc moi je vous ai montré évidemment le plus important et qui est suffisamment important pour avoir été soulevé juste avant, qui est qu'on observe une fragmentation du sommeil avec l'augmentation de l'exposition, mais à des niveaux de corrélation qui sont très faibles sur 29 sujets. Voilà, donc je reste mesuré et pondéré dans mes propos, dans l'attente de l'étude multicentrique qui va essayer d'aller avérer ou confirmer ou infirmer tout ça, évidemment. Mais je rejoins évidemment vos propos, si le jour où ce sera avéré. Et en attendant, on sensibilise, évidemment. Oui, alors, oui, bien sûr. Là, et puis après, là. Pardon, excusez-moi. Oui, il y avait une question. Oui, une question, une remarque à M. Blanchard aussi. Vous avez, dans votre présentation liminaire, fait état de 2 articles ou 2 études sur le DAS concernant, je crois, M. Joviard, c'est bien ça, 2008-2011. Il aurait été peut-être utile de préciser que M. Viard, à cette époque-là, était le directeur d'Orange Labs, donc opérateur de téléphonie mobile. Donc la question que je pose, qui a réalisé le protocole d'exposition
Et petit complément, parce que je regardais rapidement la slide concernant l'étude Sputnik, où j'étais quand même aussi assez surpris de retrouver une nouvelle fois Monsieur Joviard. Voilà, donc je rappelle son appartenance jusqu'en 2015 à l'opérateur de téléphonie. Après, les études de M. Viard, voilà, je ne connais pas le contexte, mais servent uniquement d'argument pour justifier scientifiquement nos études sur les populations vulnérables. Donc, Bon. Il y avait une question, la personne au milieu de la salle, oui, voilà. Et je pense que s'il n'y a pas en ligne, Olivier, oui. Alors quelques questions en ligne. Après, on terminera la session assez rapidement. Merci. Donc nous sortons d'une crise sanitaire importante, nous en sommes pas sortis d'ailleurs, et en fait on peut peut-être, en voyant ces données, vos données, celles que l'ANSES relaie depuis une dizaine d'années, voire plus, s'interroger sur un possible scandale de santé publique touchant les enfants, les générations futures. Donc on a la chance d'avoir ici l'Organisation mondiale de la santé, et donc la question c'est quel message de précaution en direction de la population. Nous avons des spots publicitaires, des spots audio, des affiches placardées dans les villes. Les futurs parents sont demandeurs d'informations. J'ai travaillé pendant plus d'une quinzaine d'années pour une ONG WECF qui édite des prospectus d'information à destination des femmes enceintes. Il y a une demande d'information. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est le rôle des professionnels de santé. C'est-à-dire, ils sont censés être un relais pour protéger la santé. Ici, on voit des hôpitaux qui sont parfois des zones d'exposition augmentées. C'est assez inquiétant. Do I need to say it in English or does everybody understand? I think it's okay. Is it okay for you? No, it's not. Non, c'est bon. Donc, très brièvement, je vais répéter ma question. En anglais, il s'agit des messages de la santé publique à la population générale, tout particulièrement pour les femmes enceintes à Paris. Quel type de campagne pouvez-vous développer pour les informer? Nous savons par exemple qu'en 2008, en France, il y a eu un appel à réduire l'exposition au téléphone portable pour les enfants. Maintenant, nous sommes en 2022. Et ma deuxième question est le rôle des professionnels de santé qui sont censés protéger la santé. Et ici, dans les hôpitaux, on voit une exposition accrue des enfants dans certains départements. Quelqu'un souhaite répondre? Je vais essayer de vous donner mon point de vue. Premièrement, je dirais, continuons les recherches pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cerveau et aidons les scientifiques à obtenir des financements pour mener ces recherches et éduquons les parents et les enfants à avoir une approche éthique, morale, cognitive de la technologie. La technologie n'est pas une chose bonne ou mauvaise, elle fait partie de nos vies. Et donc, on ne peut pas dire que à partir de demain, on abandonne la technologie. Il faut l'utiliser avec notre tête, mais aussi notre cœur, en quelque sorte. Voilà, c'est ma contribution. Monica, voudriez-vous ajouter quelque chose? C'est une question assez compliquée. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Non, très brièvement. Je pense que les appareils pour les enfants et les adolescents, il ne s'agit pas seulement de champs magnétiques ou de radiofréquences. Ils peuvent l'utiliser de manière inappropriée, non recommandée. Je crois que nous devons envoyer ce message aussi dans le domaine de la santé publique. Les pédiatres devraient transmettre ce message qu'une utilisation appropriée d'un appareil devrait faire partie des recommandations. C'est la même chose pour la télé telle qu'elle a été utilisée dans les 20 dernières années. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Merci, Monica. Juste un bref commentaire à ajouter ici. En tant que parents qui essayent de donner l'exemple pour nos enfants,
et s'asseoir autour de la table du repas du soir en regardant fixement son téléphone plutôt que ceux qui vous entourent, ça c'est un problème. Donc Monica lance un appel à une utilisation consciente. Je crois que tout d'abord nous devons commencer par nous-mêmes en tant que parents et établir et donner l'exemple. Il ne s'agit pas de faire la police chez soi ou d'être comme un travailleur social, mais je crois que c'est une conscience qui doit être développée par l'école, par tout le monde. Peut-être d'abord une remarque générale, enfin je relaie une remarque générale qui consiste à dire, enfin en tout cas à demander de bien faire la différence entre les expositions environnementales et les expositions au téléphone mobile. Voilà. Bon. Et puis sinon, il y avait des questions un peu plus précises pour Giuseppe Curcio. Do you have hypotheses concerning the mechanism that could... Avez-vous des éléments concernant les mécanismes qui peuvent expliquer l'impact sur les EEG et est-ce qu'on a des données sur le flux sanguin dans le cerveau? Donc, tout premièrement, je suis psychologue, je ne suis pas expert en dosimétrie. Ceci étant dit, je crois qu'il y a un possible mécanisme d'action, c'est l'augmentation de l'excitabilité des cellules corticoïdes comme mécanisme d'action. Maintenant, pour ce qui est du flux sanguin dans le cerveau, je ne l'ai jamais utilisé, à part à travers certains IRM, mais ceci pourrait être expliqué sur la base d'une augmentation de l'excitabilité. Donc, si on excite certains neurones, eh bien, ils sont plus rapides et attirent plus de sang. Ça peut être un mécanisme d'action, plus ou moins une explication. Mais je voudrais dire, je suis seulement un psychologue. Très bien. Cette session, un grand merci à nos orateurs. Thanks a lot to all of you. Merci à vous d'avoir été là.